Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette deuxième édition des Assises de l'avenir, donc que nous co-organisons avec Olivier Babot et l'Institut Sapiens, et avec Grégory Bozonnet qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Donc la première édition a eu lieu avant les vacances sur la décentralisation. Nous nous retrouvons cette fois-ci pour évoquer la question du grand âge. Donc je rappelle le principe de ces Assises de l'avenir. On se donne 1 heure, 1 h 15 pour aborder les sujets qui sont les sujets les plus difficiles, les sujets qui fâchent. Et on a un point de sortie qui est de proposer 2 ou 3 mesures pour améliorer la situation existante, sachant que cette discussion entre nous, qui est une discussion, hein, ce n'est pas un débat, hein, on réfléchit ensemble, hein, on n'est pas là pour s'opposer, on est entre amis et on essaie de réfléchir et d'essayer de trouver les choses les plus astucieuses qui soient. Ces débats sont enregistrés. Il y a toujours énormément de vues après. Ces débats feront l'objet d'actes qui seront publiés en janvier ou en février 2022 et qui nous permettront de couvrir à peu près l'ensemble des sujets difficiles qui pourront faire débat lors de la campagne présidentielle. Puisqu'avec Olivier Babot, on s'est dit que, alors même que tout le monde voulait présenter des candidats, nous, on allait présenter des idées, des solutions. Voilà, je sais que ça peut sembler très original dans cette période, mais nous, on a envie d'aider et d'être utile. Et parmi les sujets difficiles, il y a, me semble-t-il, la question du grand âge. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est la bonne terminologie, le grand âge, on pourra en discuter. C'est toujours mieux que la dépendance. Oui, c'est sans doute mieux que la dépendance, oui, absolument. Mais il y a sans doute aussi un enjeu à ce niveau-là. Moi, ce que je voudrais, si vous en êtes d'accord, pendant l'heure qu'on a devant nous, c'est qu'on traite essentiellement de 2 sujets. Premier sujet, comment est-ce qu'on peut améliorer le fonctionnement de l'hébergement des personnes qui sont en situation de grand âge? Donc, qu'est-ce qui a péché avec le système des EHPAD, notamment pendant la crise, et comment on améliore les choses? Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je souhaiterais qu'on aborde, c'est bien évidemment la question du financement. Moi, ça fait 15 ans que je regarde cette question, alors je vais remployer le terme, hein, pardonnez-moi, mais de la dépendance. J'ai vu défiler un grand nombre de gouvernements qui avaient tous leur réforme de la dépendance, et puis finalement, on voit bien que c'est difficile, voilà, et qu'on manque toujours un peu d'argent et qu'on n'arrive pas à financer ces besoins qui sont chiffrés selon les études à 3, 4, 5 milliards d'euros par an. Donc, ça représente quand même des sommes relativement importantes. Donc, voilà essentiellement les 2 sujets dont je voudrais qu'on parle, mais enfin bon, la conversation, bien évidemment, est complètement libre entre nous. Ce que je vous demanderais, c'est de faire des interventions liminaires relativement courtes de 3-4 minutes pour que vraiment on puisse discuter. Je vous présente parce que peut-être que tout le monde ne se connaît pas, donc je fais moi-même le tour de table. Ça ira plus vite, sans ordre protocolaire, hein, pardonnez-moi. David Cos, qui est directeur du développement d'SOS, Monique Iborra, qui est députée de Haute-Garonne, c'est la 6e circonscription, je crois, Monique, si j'ai... voilà, et qui est au sein de la majorité, sans doute, vous êtes la parlementaire qui s'intéresse le plus à ces sujets. Aurélien Bordet, qui est directeur des relations publiques d'Égide. Armel Delesquin, qui dirige une start-up qui s'appelle Familéo et qui permet de partager des contenus à l'intérieur d'une famille. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est vraiment, ça va nous permettre de parler d'économie et de croissance, parce qu'on aborde toujours la question du grand âge sous un aspect un peu punitif, un peu tristounet. L'aspect de la dépendance dont on parlait tout à l'heure, mais derrière, il y a aussi de la croissance économique, hein. Je crois que c'est un sujet d'ailleurs dont on avait déjà parlé avec Monique Iborra, c'est-à-dire comment est-ce qu'on transforme ce sujet sociétal en opportunité de croissance aussi, pour que tout le monde en bénéficie. Claude Jandel, qui est évidemment gériatre, et Elisabeth Hubert, je ne sais pas si tu nous as rejoint, Elisabeth, qui dirige la Fédération de l'hospitalisation à domicile et qui est bien évidemment ancienne, je ne suis pas écriture inclusive, ministre de la Santé. Voilà. Alors, peut-être ce qu'on peut faire, c'est commencer par nos amis qui sont le plus impliqués dans les EHPAD. Je pense que c'est Aurélien Bordet pour
avoir une vision extrêmement synthétique, donc vraiment en 3-4 minutes, ça, je vous demande vraiment de respecter ça pour qu'on puisse tenir les horaires, de ce qui n'a pas bien fonctionné dans les EHPAD depuis le début de la crise, et surtout, voilà, qu'est-ce qu'on peut améliorer. David, par exemple, D'accord. je vous laisse Est-ce que vous commencer. m'entendez bien? Parfaitement bien, c'est D'abord, magnifique. merci de votre invitation. Concernant le regard panoramique sur la crise, Monique Iborra ne m'en voudra pas de faire état du rapport parlementaire qu'elle a publié assez tôt, hein, sous votre contrôle, dès le mois de juin ou juillet, avec sa collègue Madame Fiat, et qui nous dit très, très rapidement des choses essentielles. Nous avons quelque chose qui est identifié par tout à chacun aujourd'hui, une vraie difficulté à l'accès aux équipements de protection, qui a été un élément de tension extrêmement importante dans les équipes. Donc là, on pourrait dire, dans un élément conjoncturel. On pourrait dire que, comme d'autres crises, comme la canicule en 2003, on saura faire face demain, comme l'an dernier, il y a eu une canicule importante et les professionnels de santé, socio-médico-sociaux du secteur du grand âge ont tout à fait absorbé sans qu'on entende parler la canicule de l'an dernier. Donc ça, on est devant des éléments conjoncturels. Et puis, comme toujours, la crise nous désigne des sujets structurels. Des sujets structurels, et c'est peut-être cela que vous voulez qu'on évoque. On a un sujet majeur, c'est la question de l'attractivité des métiers. C'est évident que tout un chacun aspirerait à ce que la Providence et la solidarité nationale fassent couler à flot les ressources sur le secteur du grand âge. Oui, mais si on ne fait pas venir des jeunes et des moins jeunes vers vers ce secteur, et si on ne sait pas les garder, parce qu'il y a aussi une question tout à fait impressionnante de la faiblesse de la durée d'exercice des métiers. D'ailleurs, vous avez entendu sur les ondes ce week-end le président de l'Ordre national des infirmiers qui évoquait cette question de l'épuisement et de la fuite du métier infirmier qui intervient seulement 7 à 8 ans après le fait d'avoir obtenu le diplôme d'État, ce qui est très impressionnant. Voilà, donc ça c'est un premier sujet. Il y a un deuxième sujet qui est sous le contrôle encore une fois, de Mme Iborra et de la vision d'ensemble de son rapport parlementaire, c'est les effets de clivage. On est dans un univers, comment dire, où l'esprit français se montre là beaucoup trop analytique, où on a beaucoup de tuyaux, beaucoup de cases, et donc beaucoup de chapeaux à plumes qui défendent chacune de leurs cases. Et donc, le secteur du social et du médico-social a été beaucoup trop éloigné du secteur hospitalier et réciproquement. Et je pense qu'un des sujets, un des enseignements très importants de la crise, c'est comment on peut refaire système, comment on peut reconstruire un système, alors qu'on parle en permanence du système de santé comme un donné, comme un acquis, alors qu'en réalité, le défi épidémiologique et le défi démographique du grand âge doivent nous amener à refaire système. Le secteur du domicile, par exemple, a été un peu sur la banquette arrière. Le secteur social aussi, il a été largement oublié dans les premières étapes de la crise, un peu comme si finalement le secteur de la réanimation dans les hôpitaux, qui est un secteur qui m'est cher, parce que moi je suis un directeur d'hôpital à l'origine, avant de m'être défroqué dans le secteur social et médico-social il y a une vingtaine d'années. Oui, mais ça a joué un peu le rôle d'une ligne Maginot, vous voyez. C'est-à-dire, c'était la ligne Maginot sur laquelle la crise allait s'arrêter, sur lequel la digue sur laquelle le tsunami allait pouvoir s'arrêter. Puis en fait, le virus, il est passé à côté. Il est passé à côté de ce qui était finalement le principal de l'effort qui était réalisé. Et cette histoire a été, hélas, vérifiée concernant les renforts. Les renforts des professionnels de santé ont été, ce qui est compréhensible, mais regrettable, très largement absorbés par la première ligne de soins aigus et très, très, très peu mobilisés, très, très peu mobilisables vers le secteur des EHPAD. Voilà. Concernant les établissements du secteur de SOS, il y a eu un mécénat, il y a eu un soutien de la population avoisinant nos établissements absolument incroyable, mais dès lors qu'il s'agissait de soutien de professionnels de santé, les plateformes dites de renfort n'ont absolument pas été opérantes. Voilà, donc j'en reste là pour cette première mise en jeu. Non, mais c'est très bien. Bon, j'en retiens vraiment un problème
d'attractivité, de capacité à faire venir des gens dans le secteur et à faire venir des gens notamment du système de santé, y compris dans les périodes dans lesquelles on a des tensions extrêmement fortes. Elisabeth, je reviendrai vers toi dans 3 minutes parce que toi, tu connais évidemment très bien le système de santé, donc je pense que ce sera très, très important d'avoir ton sentiment là-dessus. Peut-être Aurélien, est-ce qu'on peut vous entendre, Aurélien Bordet, sur cette Avec plaisir, ouais. même question? Alors, moi, je serais bien en peine de parler des EHPAD, puisque nous ne sommes pas un groupe d'EHPAD, hein. Nous sommes un groupe de résidences services seniors, donc ce sont des résidences Absolument. non médicalisées. Tout à Non, fait. je fais la précision parce que ça permettra peut-être de compléter la brillante intervention, comme toujours, de David. Peut-être un peu moins sur les grands enjeux pour revenir à des choses plus concrètes. Néanmoins, je retiens de l'intervention de David 2 points. Effectivement, l'attractivité des métiers, c'est un problème qui est fort, qui avait été rappelé par le rapport Myriam El Khomri juste avant la crise. Encore on n'a pas eu à faire face à tant d'absentéisme que ça. Et donc, on a pu compter sur l'engagement des collaborateurs. Donc, finalement, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle révélée par la crise, c'est qu'il y a un très, très fort engagement des collaborateurs. Et David a parlé de faire système. Alors, effectivement, il y a l'opposition santé médico-sociale sur laquelle on peut disserter. Il y a aussi cette notion de réussir à inclure tout ce qui se passe entre le domicile historique et puis la résidence médicalisée, tous ces lieux dans lesquels on emménage dans le cadre d'une mobilité choisie parce qu'on a envie. Donc, les résidences seniors en font partie, mais je pense aussi aux colocations pour seniors, à l'habitat inclusif, etc., etc. Et nous, pendant cette crise, puisque la question, c'était vraiment de jeter un regard en arrière sur ce qui s'est passé, c'est qu'on a été dans un entre-deux. Alors réglementairement, nous sommes dans un entre-deux. Et on a été dans la capacité de restreindre la liberté d'aller et venir des résidents, de pouvoir imposer des mesures sanitaires qui allaient à l'encontre de leur volonté. Et donc, voilà, on a dû trouver une voie intermédiaire qui permette de satisfaire tout le monde. On n'était ni établissement, ni immeuble d'habitation classique. Et donc, du coup, pendant cette crise, on a dû jouer un peu sur les deux tableaux. Et peut-être que à l'heure où on parle beaucoup de loi de simplification, de loi de programmation pour donner des grandes lignes, peut-être que voilà, la direction, c'est celle-ci, c'est de permettre à chacun de déroger localement aux grandes règles pour pouvoir eh bien, s'adapter au mieux au contexte qui se pose à nous, y compris dans Ça, je crois que c'est très important. Il y a une loi de simplification d'ailleurs en ce moment qui est en discussion au Parlement avec dont le rapporteur est notre ami Guillaume Casbarian. Voilà, donc c'est l'occasion de proposer des amendements. Juste Aurélien, deux questions de Béotien. Première question, quel est l'âge moyen de vos résidents? Et deuxième question, est-ce qu'il y a une différence de salaire? Enfin, est-ce qu'il y a une différence de salaire avec les EHPAD? Enfin, je pose ma question très, très directement pour ne pas tourner autour du pot. Est-ce que vous aspirez, est-ce que vous êtes plus attractif que les EHPAD en termes salarial? Alors, sur l'âge moyen des résidents, on est sur entre 82 et 84 ans. Ça dépend, D'accord, donc ça dépend des régions. relativement élevé quand même. Ouais. Voilà, pour des gens qui restent en moyenne 7 ans et qui, pour beaucoup, terminent leur jour dans nos résidences. Et sur la question des RH, alors moi, j'aurais du mal à vous donner une réponse chiffrée. Néanmoins, je pense qu'il faut d'abord qu'on se compare aux salariés du domicile, de l'aide à domicile, plutôt qu'à ceux des EHPAD, qui sont majoritairement soignants. Et je pense qu'on est dans les mêmes, dans les mêmes zones de rémunération. En revanche, on propose peut-être un confort d'exercice plus élevé, puisqu'on embauche en CDI, avec des personnes qui vont avoir un seul lieu d'exercice qui est la résidence, donc qui ne vont pas prendre la voiture pour faire 40 km pour une intervention le soir et une autre le lendemain matin, avec des temps pleins, etc. Donc, je veux dire, c'est un cadre d'exercice qui ressemble à celui d'un établissement, mais avec des personnels, des profils qui sont plutôt ceux du domicile. D'accord. Elisabeth, sur cette question qui revient de toute façon dans tous les domaines en France, qui est quand même assez pénible, mais des silos de la césure complète entre la santé et le grand âge. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates aussi? Et toi, c'est particulièrement intéressant parce qu'en plus, tu t'occupes de l'hospitalisation à domicile. Donc, en principe, un secteur qui doit casser les silos. Est-ce que c'est quelque chose dont tu souffres? Bonjour à tous. J'espère je sais que vous me voyez, j'espère que vous m'entendez. On te voit et on t'entend parfaitement bien.
Parfait. Donc, pour une fois, le système a bien marché, pas de problème. Alors, j'ai tendance à dire qu'effectivement, comme l'hospitalisation à domicile est une structure hybride pour plein de raisons. Nous sommes du domaine sanitaire, mais nous avons néanmoins une forte dimension psychosociale. Et doublement hybride, puisque nous sommes une structure d'hospitalisation, mais nous sommes au domicile. Donc, quand on est positif et optimiste, on peut se dire qu'on cumule tous les avantages. Et quand on est un petit peu plus pessimiste, on se dit qu'on est assez facilement dans les zones grises. Alors, comme je suis plutôt optimiste, je dis qu'aujourd'hui, l'hospitalisation à domicile est plutôt dans une phase de croissance, pour des raisons évidentes sur lesquelles on pourra revenir, mais peut-être qui ne sont pas l'objet du débat. Par contre, je pense quand même que cette crise du Covid a démontré les effets effroyablement pervers de la dichotomie médico-sociale et sanitaire. Ah oui, donc je suis encore aujourd'hui effrayée, et le terme est peut-être pas suffisamment fort, de l'oubli dans lequel le secteur du médico-social contient l'hospitalisation à domicile. Quand encore aujourd'hui, comme ça a été le cas au printemps, nous avons des établissements qui ne font pas appel à l'hospitalisation à domicile, préférant ou pour les uns que les patients soient transportés dans un établissement d'hospitalisation avec hébergement, sans qu'obligatoirement il y ait autant que cela une raison médicale qui amènerait à ce qu'il y ait perte de chance s'ils restaient dans leur lieu de vie, parce que bien évidemment dans ce cas-là la question ne se pose pas, ou voire même alors qu'il y a des besoins, qu'il y a déjà des décès, et cela nous l'avons vécu au printemps, et ici ou là, c'est vrai, avec moins d'acuité, nous le revivons de nouveau, des EHPAD se barricadent et les professionnels de l'hospitalisation à domicile, qu'ils soient des professionnels salariés de l'HAD ou qu'ils soient des partenaires de l'HAD, c'est-à-dire je pense aux professionnels libéraux, sont contenus à l'extérieur par crainte de faire rentrer la maladie à l'intérieur de l'EHPAD alors qu'il y est déjà. Donc ça, si vous voulez, je pense que c'est épouvantablement triste. Nous avons pris en charge 4 à 5 fois plus de patients en EHPAD que nous ne faisons d'habitude lors de la crise du printemps, avec une proportion certes relativement élevée de patients qui sont décédés, mais parce que aussi il était fait appel à nous, parce que précisément il était tard, parfois trop tard, et que c'est notre savoir-faire en soins palliatifs qui était réclamé. Donc je pense qu'il y a une méconnaissance, qu'il y a une... Alors, dont je ne dis pas, parce que ce serait trop facile de dire qu'elle ne serait que de la part du médico-social et pas du tout de notre part. Mais je vais quand même vous dire ce que nous avons fait. Au vu de ce qui a été fait au printemps et de ces insuffisances que je souligne, nous avons pris l'initiative fin août, début septembre. Donc vous voyez, lorsque commençait à émerger la seconde vague, mais bien avant qu'elle n'atteigne les chiffres que nous connaissons aujourd'hui. Avec un plein accord et un soutien absolu du ministère. À ce point de vue-là, moi, je ne serais pas de ceux qui tapent beaucoup sur les administrations. Elles ont fait comme elles pouvaient, elles ont fait ce qu'elles pouvaient, et selon des indications qui sont obligatoirement des indications d'ordre politique. Mais pour revenir à ce que nous avons fait, nous avons envoyé à toutes les organisations représentatives du secteur du médico-social, qui contenaient des EHPAD dans leur structure, dans leurs adhérents, pour leur dire voilà ce que nous avons fait, voilà ce que nous pouvons faire, en leur demandant de retentir à leurs adhérents. Au vu des réponses, je ne suis pas sûre que ce message à ce niveau-là ait été totalement entendu. Deuxième chose, la même lettre, nous l'avons envoyée aux agences régionales de santé, je sais qu'elles ont été entendues, de façon à ce que le secteur du médico-social et du sanitaire de ces agences soit ensemble à mobiliser les établissements de personnes âgées, mais aussi d'handicapés, dans leur territoire, pour faire en sorte que cette conjonction de travail EHPAD-HAD puisse se faire. Nous avons, troisième chose, demandé à tous nos adhérents, et la FNEAD compte plus de 95% de l'activité d'HAD, donc est
est assez sensiblement représentatif, avec des statuts qui sont publics, privés ou associatifs, nous leur avons demandé sur leur territoire de reprendre contact par écrit, par téléphone, avec tous les établissements qui étaient implantés sur leur territoire et donc avec lesquels des interventions conjointes pouvaient se faire pour leur faire ces mêmes offres de services. Donc, la main tendue, nous avons essayé de l'avoir. Aujourd'hui, je dois dire que j'ai quand même un peu le sentiment que l'État en est un peu contrasté et pas obligatoirement beaucoup plus dynamique que ce que nous n'avons vu au printemps. Avec qui plus est, quand les contacts et quand les demandes se font, une identification, et là je le répète, j'en prends tout à fait notre part, mais une identification de l'hospitalisation à domicile n'est pas obligatoirement celle de notre rôle. Notre rôle, il n'est pas là pour remplacer des professionnels, y compris lorsqu'ils sont insuffisants en nombre, comme cela a été précédemment souligné. Notre rôle, il est d'accompagner les malades. Il est de faire intervenir du sanitaire plus lourd. Il est là pour qu'effectivement des perfusions, de l'oxygénothérapie, que des médicaments qui sont d'usage hospitalier puissent être administrés. Et pas simplement de remplacer des infirmières, voire, comme cela m'a été moi personnellement demandé dans un de mes établissements, des aides-soignantes. Nous sommes tous confrontés à la même crise de déficit d'aides-soignants. Quant à la crise des infirmières, moi je suis moins indulgente que David Causse. Ce qui a été évoqué d'une durée de vie professionnelle des infirmières de 7-8 ans, mon grand âge me permet de le dire, ça fait 30 ans que la durée de vie des infirmières, notamment hospitalières, est de 7 à 8 ans. Ce n'est pas quelque chose de récent. Et donc, effectivement, l'attractivité des métiers est un vieux problème qui ressurgit tel les marronniers dans la presse, mais qui néanmoins n'est pas récent. Donc aujourd'hui, nous sommes devant une situation qui est une situation encore grave. Alors, je ne sais si le thème de votre conférence est d'aborder des solutions qui peuvent être celles que l'on mettrait en avant pour faire en sorte que cette dichotomie médico-sociale et sanitaire soit abolie. Mais je suis prête à y répondre et je ne monopolise plus la parole. Non, mais c'est très important ce que tu dis parce que tu déplaces en fait le débat. C'est vrai qu'on a tendance à tomber sur les administrations et en fait, tu déplaces le débat en disant les administrations, elles font ce qu'on leur dit de faire et voilà. Mais le problème se situe aussi presque plus en amont au sein des professions en elles-mêmes, des corporatismes, et il faut aussi avoir le courage de regarder ça. Mais de l'amont et de l'aval. Je dirais de l'amont et de l'aval. Oui. D'accord, mais bon, on en reparlera tout à l'heure, en effet, quand on évoquera la situation. Je crois que Claude Jandel ne nous a pas rejoint. Monique Iborra, c'est peut-être le moment de vous demander un premier sentiment sur ce que vous avez entendu et sur la façon dont éventuellement ça va nous permettre de faire le lien avec les solutions d'ailleurs, mais sur la façon dont le législateur peut-être quand même essayer d'améliorer les choses, s'il y a des choses que le législateur peut améliorer. Bien, ben d'abord, je voulais vous remercier de m'avoir invité. Non, c'est nous qui vous remercions. Ça me paraît être en effet réellement le moment d'en parler. On aurait pu en parler bien avant, mais c'est le moment d'en parler, puisque la crise fait ressortir, et j'ai bien entendu en effet, et je suis vraiment d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent, a bien montré à quel point le sujet du grand âge était un sujet qui avait montré que de ce point de vue-là, nous avions besoin en effet de réformes, comme dans d'autres domaines, mais dans celui-là en particulier. Je veux dire que si on devait prendre le grand âge simplement sous l'angle dépendance, ça a été dit, ce serait un échec, parce que c'est d'abord et aussi un problème sociétal. C'est bien la place de la personne âgée, de la personne qui devient âgée, c'est-à-dire tout le monde, vous, nous, tout le monde, à un moment donné. Et focaliser uniquement sur la perte d'autonomie, honnêtement, ça ne me paraît pas être la bonne entrée du sujet. L'autre chose que je voulais dire, c'est aussi un problème social. C'est un problème qui préoccupe beaucoup, même si ce n'est pas dans l'expression habituelle, préoccupe beaucoup nos concitoyens. Le problème du reste à charge dans les EHPAD reste un problème majeur pour les citoyens. C'est un problème financier, évidemment, c'est un problème financier, comme vous l'avez dit, Nicolas, depuis un certain temps, puisque tous les gouvernements, jusqu'à présent,
avaient dit, oui, avaient l'intention, et je ne mets pas en doute leur intention, de dire il nous faut créer une 5e branche de la sécurité sociale pour pouvoir prendre en charge ce qui était à ce moment-là annoncé comme étant la perte d'autonomie. Et ça n'a pas été fait pour différentes raisons, mais ça n'a pas été fait jusqu'à présent. C'est un problème aussi de gouvernance, on n'en parle pas souvent aussi, mais c'est un problème de gouvernance qui, tel qu'il est organisé aujourd'hui, du grand âge en général, pose problème parce que ça participe en effet à ce cloisonnement que tout le monde dénonce et dont tout le monde est conscient. Et tous ceux qui sont intervenus jusqu'à présent l'ont bien montré et l'ont bien dénoncé, ce problème de cloisonnement entre le médico-social, le social, entre les uns, entre les autres, qui est quand même un peu la marque de fabrique en France de l'ensemble des politiques publiques, hein, il faut bien le dire, et qui doit être prise en compte parce que si nous n'arrivons pas à décloisonner, certes dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à décloisonner, il est bien évident que nous ne changerons pas grand-chose et que la gouvernance est bien entendu très associée à ce problème de cloisonnement au-delà évidemment du poids de nos administrations centrales. Il ne faut pas le nier, c'est la réalité de nos administrations centrales en pratique. Et évidemment qui se relaie au niveau local, et c'est normal, au niveau régional, au niveau local, mais qui fait que tout ce qui est initiative et qui pourrait changer les choses, eh bien, ne se fait pas parce qu'il y a des demandes d'autorisation qui n'en finissent plus et qui ne sont pas forcément données et par les uns et par les autres. Et de ce point de vue-là, il nous faut, sur le plan de la législation, nous avons l'intention, en tout cas c'est la mienne, nous avons l'intention d'intervenir pour lever ces blocages sans lesquels nous ne pourrons pas changer de modèle. Le problème des EHPAD aujourd'hui, c'est un problème du fait que le modèle des EHPAD aujourd'hui n'est plus adapté à la réalité des choses. Il est plus adapté pendant des années, on ne s'est pas aperçu que les personnes qui venaient en EHPAD, ce n'étaient pas les personnes qui venaient en maison de retraite à 60 ans ou à 65 ans, c'était des personnes qui venaient à 80, 85 ans, qui avaient de lourdes pathologies qu'on ne pouvait pas nier, avec des équipements tant au niveau médical, tant au niveau numérique, on en parlera peut-être, où on a un retard phénoménal, que ce soit dans les EHPAD d'ailleurs ou dans le domicile. On a un retard à rattraper par rapport aux pays nordiques en particulier. Je suis allée au Danemark voir comment ça se passait. Je peux vous dire que sur le plan numérique, on a un retard fabuleux à rattraper de ce point de vue-là. Mais au-delà du retard numérique, c'est un retard de financement, financement, et un retard, comme ça a été dit, évidemment, d'attractivité des métiers. Ce sont des métiers à domicile comme en EHPAD. Et moi, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on traite à nouveau d'un côté les EHPAD, de l'autre côté le domicile. Non, on doit traiter l'ensemble pour justement ce décloisonnement. Or, la situation des personnels, qu'elles soient à domicile ou qu'elles soient en EHPAD, et encore plus à domicile qu'en EHPAD, n'est pas une situation qui fait que les jeunes puissent être dans l'attractivité de ces métiers. C'est une évidence. C'est une évidence. Oui, sur le plan de l'équipement en nombre de personnel, ce que en effet j'ai dénoncé dès 2017 dans mon rapport, c'était évident qu'il manquait du personnel et pourtant à ce moment-là, ça a été contesté par tout le monde, hein, y compris par le ministre de la Santé de l'époque. Et aujourd'hui, plus personne ne le conteste puisque le rapport Libault, qui est arrivé après, l'a repris en effet. Donc, problème d'effectifs, problème de formation. Problème de formation. Des formations, en effet, qu'on veut, comme ça a été dit par David Cos, je crois, où on veut des formations qui soient très pointues, avec des concours, avec tout ce qu'on peut imaginer, et qui freinent finalement. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas de la qualité, bien sûr qu'il faut de la qualité. Mais le contenu de ces formations doit être complètement revu. Et il doit y avoir des modules qui soient communs à la fois aux personnes qui interviennent à domicile et qui interviennent dans les EHPAD. C'est tout à fait important. Ce décloisonnement, moi, j'en fais une des priorités. Si on veut que ça fonctionne, d'ailleurs, quand ça a fonctionné, avec les difficultés inhérentes qui ont été décrites, il ne s'agit pas de dire que tout a bien fonctionné, parce que ce ne serait pas vrai.
eh bien, le fait de rapprocher à la fois la filière gériatrique, parce que même si, en effet, on ne doit pas traiter le vieillissement comme étant forcément quelque chose qui va déboucher sur de la perte d'autonomie, parce que ce n'est pas tout à fait vrai hein, pour tout le monde, ce n'est pas vrai de dire ça, c'est quand même une minorité. Nous avons besoin quand même des médecins, nous avons besoin de filières gériatriques, nous avons besoin de l'HAD, mais nous avons aussi besoin de tout ce qui est sociétal, c'est-à-dire des choses qui sont ouvertes vers les villes, qui sont ouvertes et dont les collectivités locales sur les territoires doivent aussi être partie prenante. En tout cas, c'est ce que nous voulons faire dans la loi qui se profile, le projet de loi qui se profile, qui devrait arriver. Je peux vous dire que tous les députés, quelle que soit leur appartenance, on est très attaché à ce que cette loi débouche, y compris sur le financement. Ce n'est pas encore gagné, mais on a créé quand même la 5e branche. Elle est créée aujourd'hui. Nous voulons absolument que cette loi, pour qu'elle soit utile, prenne en compte l'ensemble des paramètres dont je vous ai parlé. J'ai oublié la prévention, mais la prévention reste quelque chose, y compris grâce au numérique, reste quelque chose qui est tout à fait important. Voilà, d'accord, non, mais c'est très bien, mais ça veut dire que ce projet de loi, ce ne sera pas simplement un projet de loi sur le financement, ce sera un projet de loi… Absolument. Ça ne peut pas être que le financement. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Monique. Avant de passer la parole à Armelle de Lesquin, Olivier, tu veux intervenir? Tu veux dire quelque chose? Non, alors moi, j'ai plein de trucs à dire, mais je pense que ce sera beaucoup plus intéressant de continuer à vous écouter. Moi, je suis frappé par le fait qu'on a le même diagnostic quand même, ce qui n'arrive pas sur beaucoup de sujets où en général, des gens s'opposent sur des points de vue. J'ai l'impression qu'on est tous d'accord, on parle beaucoup de casse, de balkanisation, de réalisation toxique un peu, enfin ce que j'ai entendu entre les lignes, hein, évidemment, et de corporatisme, ce qui me fait dire que malheureusement, une loi va avoir du mal à régler ces problèmes-là, qui sont des problèmes structurels. J'ai entendu dire aussi que les problèmes existaient depuis 30 ans pour l'attractivité. Et le problème de ce genre de problème, c'est que souvent, malheureusement, ils ont des causes très profondes et très difficiles à bouger. On s'est tout d'un coup réveillé sur la rémunération de ces personnels. Évidemment, la rémunération ne fait pas tout dans une attractivité, mais c'est quand même quelque chose d'important. Moi, en tant qu'économiste, ça doit arriver aussi, Nicolas, on dit, bon, alors, il suffit de reconnaître enfin le mérite social de ces gens et d'augmenter les rémunérations. La question qui se pose très concrètement, c'est comment ça s'inscrit dans le modèle économique. Bien sûr. Sachant que malheureusement, le salaire n'a jamais été un signal de l'utilité sociale, de la dignité d'une personne, mais c'est juste le résultat, disons, de contraintes et pour dire les choses rapidement, d'un marché et de compétences relativement rares. Voilà. Sachant que le salaire n'est qu'une partie, à mon avis, de l'attractivité, évidemment, d'une activité. Sinon, il n'y aurait plus de professeurs à l'université, par exemple. Donc, il y a d'autres choses à inventer, mais ce sont des choses sur lesquelles j'ai envie de vous entendre après, dans la deuxième partie de ces assises, sur les solutions. En plus, évidemment, que des questions du financement qu'on a commencé à aborder. Et la dernière chose, peut-être, c'est juste, vous pourrez réagir sur la question du maintien à domicile. Alors, je sais que, évidemment, il y a aussi des résidences-services qui sont en fait des domiciles, parce qu'elles deviennent des domiciles en réalité. Ma grand-mère y a passé des années très heureuses. Mais la question qui se pose aussi, c'est comment permettre quand même aux gens de rester le plus possible chez eux le plus longtemps. C'est complémentaire évidemment du système des EHPAD. Est-ce qu'il y a des choses technologiques? Est-ce qu'il y a des points d'espoir technologiques? Est-ce qu'il y a quelque chose à prévoir aussi du point de vue du financement? Voilà, j'ai peut-être envie d'entendre des choses là-dessus. Voilà. Excellent. Pour l'instant. Armelle, est-ce que vous pouvez donc en 2 mots nous rappeler ce qu'est Familéo, qui est une entreprise récente, et je voulais vraiment qu'on vous ait sur ce panel parce qu'il faut quand même aussi qu'on parle de la silver economy, même si le terme a été un peu oublié, il a été peut-être un peu oublié, mais il faut vraiment aussi qu'on arrive à faire comprendre que ces évolutions dont on parle, elles sont aussi génératrices de croissance, d'emploi, d'innovation, et c'est vous qui incarnez ça sur ce panel. Donc, dites-nous déjà très rapidement ce que c'est Familéo et puis ce qui vous manque. Parce qu'on veut être, comme l'a dit Olivier, on veut être très opérationnel.
Merci Nicolas. Alors, c'est pas que nous qui sommes dessus, mais effectivement, très rapidement. Familéo, alors Aurélien Bordet doit nous connaître puisqu'on a l'honneur d'être présent dans tous les domitis de France. Mais principalement, donc Familéo, c'est quoi? C'est un réseau social qui a comme objectif de recréer du lien entre des jeunes générations ultra connectés qui ne savent plus écrire de lettres ou de cartes postales et des grands-parents qui le sont peut-être un peu moins ou en tout cas pour lesquels le support papier, le lien à la carte postale, à la lettre est encore important. Donc très concrètement, c'est un peu comme un WhatsApp. Vous voyez, je peux vous montrer sur mon écran. Donc j'envoie un message à ma grand-mère via Familéo et mon cousin fait la même chose. Toute la famille se réunit en fait autour de ce réseau social, autour de notre grand-mère par exemple, et de manière périodique, tous les 15 jours ou tous les mois, Familéo transforme tous les messages sous la forme d'une gazette papier, soit imprimée par la maison de retraite, l'établissement, l'EHPAD ou la résidence senior, soit dans le cadre d'un abonnement B2C, imprimé justement chez nos partenaires en direct, chez qui je suis actuellement là, et envoyé par la poste. Donc on est une startup qui a deux modèles économiques, B2B pour les maisons de retraite et le handicap aussi, et B2C pour les personnes à domicile. Alors, on est… vous existez juste, Armel, vous existez depuis combien de temps? Depuis 2015. Depuis 2015, on fête nos 5 ans. Et effectivement, c'est intéressant parce qu'on est un peu des membres observateurs de la Silver Economy depuis environ 5 ans, depuis ce temps-là. Et on a vu pas mal de choses. Alors, on est membre de tous, les clusters Silver Valley, Silver Alliance, la Vise ou autres. On a vraiment beaucoup grenouillé là-dedans. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, on n'a pas vu, on ne voit pas énormément de choses, mais surtout, on ne voit pas beaucoup de startups croître et embellir, contrairement à ce qu'on a parfois en tête quand on parle de Silver Economy. Alors, beaucoup de gens parlent de l'Eldorado des Silver, de la Silver Eco. C'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. C'est un peu plus compliqué. Alors, juste pour rebondir un petit peu sur ce que disait Madame Iborra, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est déjà au niveau du législateur. Nous, on a l'impression qu'il y a quand même une prise en compte positive du lien social. Ça, c'est vraiment notre créneau. Nous, on est convaincus chez Familéo que le lien social, c'est un facteur très important pour permettre de bien vieillir, que vous soyez en pleine autonomie ou que vous soyez dépendante, à partir du moment où vous commencez à avoir de l'âge, mais d'ailleurs même n'importe quelle personne en réalité a besoin de lien social. Et c'est vrai que l'âge a parfois tendance à distendre un petit peu les liens parce que voilà, en plus la période du Covid a limité les visites physiques et comme je le disais, les lettres et les cartes postales sont parfois un peu plus rares. Et donc le législateur a vraiment pris ça en compte et ça on en est très conscient. Alors cependant, même si c'est marqué dans les textes, même si les directeurs d'établissement en ont tout à fait pris conscience, on a quand même des difficultés qui sont clairement avec les administrations, par exemple. Alors nous, on est une start-up, on est basé à Saint-Malo, on crée de l'emploi à Saint-Malo, on est une trentaine de personnes, on grandit, on est en pleine croissance. On a plus de 110 000 familles utilisatrices, 70 000 en B2C, 40 000 en B2B. Donc dans les établissements, ça fait 700 000 utilisateurs de Familéo, c'est-à-dire des petits-enfants concrètement. Donc ça draine pas mal de monde. Et en fait, eh bien, vis-à-vis des administrations, on se rend compte qu'on a des freins avec des gens qui ne souhaitent pas promouvoir des solutions au détriment d'une autre, par exemple. Alors, on n'est pas beaucoup de concurrents sur notre secteur. Et en fait, des exemples comme la Haute Autorité de Santé ou certains départements des ARS qui nous trouvent très bien, mais qui ne vont pas parler de nous, sachant qu'on ne demande pas forcément d'ailleurs de l'argent, on demande simplement d'être un petit peu poussé, voilà, qu'on a besoin de buzz auprès des professionnels. Et là, on a des freins qui nous disent « Ah, mais on ne peut pas faire ça, c'est pas possible, vous comprenez, on ne peut pas favoriser une entreprise vis-à-vis d'une autre, etc. etc. » Les Américains, par exemple, on est en train de travailler sur le marché un peu américain avec Familéo, au niveau de pilote, ils ne raisonnent pas du tout pareil. Eux, ils ont un objectif, c'est de faire marcher des entreprises américaines et de conquérir le monde. Et leurs administrations, croyez-moi, derrière, poussent. Et elles poussent à mort pour que ça fonctionne. Nous, on a quelques exceptions. Le conseil départemental de l'Ille-et-Vilaine qui a été exemplaire parce qu'on est à Saint-Malo et donc on est là. On est reçu par les politiques. Alors ça, les politiques, c'est intéressant parce que les politiques sont très positifs. Et d'ailleurs, on a par exemple eu Cédric O qui dernièrement a fait une allocation à la journée nationale du grand-parent et qui a cité nommément Familéo, lui-même étant utilisateur. Donc on a le soutien de politique, mais par contre, au niveau des administrations, eh bien, ça devient plus compliqué. Et on l'a vu, par exemple, avec le ministère de la Santé, où on avait des bonnes relations avec des personnes, et puis en fait, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Alors,
L'autre point qu'on pourra peut-être aussi aborder, c'est l'attractivité. Alors, ce n'est pas exactement la même chose que l'attractivité des personnes, que ce soit les infirmières, les AMP ou autres dans des établissements, mais c'est l'attractivité, je dirais, pour une start-up, pour une entreprise, à travailler sur le secteur de la silver economy. Parce qu'en réalité, ce n'est pas si rose que ça. Les budgets sont très contraints. Pour vous donner un exemple, dans un établissement, une structure entre 50 et 100 résidents, Familéo coûte en moyenne 70 € par mois pour toute la structure. Ce qui est, de l'avis de beaucoup de gens, assez ridicule. Beaucoup de gens disent, mais comment faites-vous pour vivre? Alors, notre stratégie, c'est une stratégie de volume, évidemment. Mais en fait, c'est aussi parce que d'un point de vue pratique, enfin, principe de réalité, on ne peut pas être plus cher que ça. C'est-à-dire que les budgets en EHPAD, par exemple, sur les postes animation, sont tellement contraints. On parle de 5 000 € par an pour un EHPAD, voire 3, voilà, parfois 3. Et alors que le lien social, l'animation en EHPAD, c'est d'ailleurs un terme qui est très réducteur, parce qu'en réalité, les animateurs sont des gens qui sont formidables et qui permettent aux personnes âgées bien de mieux vieillir, de bien vieillir. Il n'y a pas que le soin, quoi. Je veux dire, avoir des animations, avoir sa journée occupée, lui donner du sens, c'est fondamental. Et on se rend compte qu'on est bloqué par rapport à ça. Et donc, finalement, on se retrouve avec peu de startups, peu de dynamisme dans ce secteur. En tout cas, je parle au niveau des établissements. Après, en B2C, au niveau effectivement des particuliers, c'est parfois un peu différent. Là, faudra d'ailleurs même, peut-être Nicolas Bouzou, d'ailleurs, expliquer ce qu'est un senior, parce que vous êtes senior de n'importe, enfin, de plein d'âges. Il y a énormément de panels, de manières d'être un senior. Et donc, on ne s'adresse pas évidemment aux mêmes personnes de la même manière. Ouais, très bien. Voilà, Merci beaucoup, c'est très intéressant. On va peut-être maintenant, Olivier, c'est ce que tu suggérais, passer au versant solution avec deux sujets. Le sujet de la simplification, au fond, de la gouvernance et le sujet du financement. C'est ce que tu as en tête, Olivier, aussi? Ouais. Elisabeth, tu m'avais l'air assez vindicative, enfin, je le dis au bon sens du terme. Hein. Non, mais je veux dire, est-ce que tu veux introduire cette partie sur ce qu'on peut faire maintenant pour essayer d'avancer, ce qu'on peut proposer, ce qu'on peut faire concrètement pour essayer d'avancer? Alors, la première chose, je retiens ce que tout à l'heure Monique Iborra disait, et je crois cela parfaitement juste, c'est qu'il faut bien se dire que le modèle dont on va avoir besoin dans le futur, et elle prenait exemple sur le Danemark, même si effectivement on est tous d'accord, il faut regarder de comparer un pays de moins de 10 millions d'habitants avec un pays de presque 70 millions, mais peu importe. C'est surtout qu'il faut qu'on change de modèle. Et qu'en France, plutôt que de raisonner en se disant qu'est-ce qui va être bien pour cette population, qu'est-ce qui va être bien pour les personnes, non seulement les dépendants, mais les personnes âgées, on raisonne encore et toujours sous forme de pouvoir. Les conseils généraux qui veulent garder une partie du pouvoir, ce que je peux comprendre, l'État qui ne veut pas s'en dessaisir, non, ce que je peux comprendre, et en réalité, on n'avance pas. Moi, je pars de constat. Ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le problème de la santé et sur le fait qu'effectivement, il y avait à l'évidence un problème sur le lien et les services qui pouvaient être donnés aux patients, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les EHPAD, et quand je dis EHPAD, c'est avec le D, ne sont plus et ne sont pas aujourd'hui à même de prendre en compte l'ensemble de la dépendance. Il faut donc revoir ce modèle des EHPAD et très clairement se dire qu'ils ne sont pas à même aujourd'hui d'assurer le besoin sanitaire des patients. Donc ça, à mon sens, il faut revenir sur ce sujet-là. Il faut modifier la vision qu'on a eue d'une structure immobilière qui est capable de faire du logement, qui est capable de faire de l'accompagnement de vie et qui est capable en plus de faire de la santé. Je ne crois pas ça. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il faut lucidement essayer de regarder
comment le maintien à domicile peut se faire et de quelle façon, et pour être passé il y a quelques mois dans cette période, maintenant j'en parle de façon un peu moins théorique et aussi un peu pratique, pour l'avoir vécu avec ma mère. C'est tout simplement d'accompagner, effet de prévention. Je pense qu'effectivement, notre vieillesse, il va falloir la préparer. Et c'est quelqu'un qui a 64 ans qui vous le dit. Mais je pense qu'effectivement, il faut se préparer à ce genre de choses sur un plan des besoins physiques, sur le plan de l'entretien de sa personne, sur le plan diététique, etc. Et se dire qu'il y a un accompagnement à partir d'un certain âge à assurer, je pense que c'est une bonne chose et qu'il faut l'intégrer dans notre démarche générale. La deuxième chose, c'est que si on veut, et c'est une nécessité, développer le domicile, il faut là aussi très précocement faire en sorte que les domiciles soient aménagés. Et à un moment où ce n'est pas traumatique, qu'il puisse y avoir encore des baignoires chez les personnes âgées qui soient génératrices de chute, comme on peut le savoir, c'est pas possible. Mais ça ne doit pas se vivre dans le traumatisme. Ce n'est pas 92 ans qu'il faut changer la baignoire pour la douche. La troisième chose, c'est de se dire aussi que l'accompagnement des aidants est un élément important. Et il faut parfois le faire très en amont. La dégradation de la personne, elle vient très vite. Elle vient très vite. Ouais. Il suffit de parfois pas grand-chose pour que la personne âgée, elle bascule. Elle est un jour bien, un mois après, elle peut ne pas être bien pour des raisons qui vont être des raisons diverses et variées sur lesquelles je ne m'étends pas. Et elle devient moins bien. Et là, ça devient tout de suite extrêmement compliqué. Et je suis étonnée de voir à quel point on évoque très facilement les équipes mobiles de gériatrie, etc. Oui, d'accord, ok, arrêtons. Concrètement, on fait quoi? Moi, quand je me demandais si de temps en temps, j'étais pas malveillante avec ma mère, parce que je la secouais un peu, parce que je lui disais, mais il faut réagir, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut sortir, il faut faire ça, etc. Et après, je me disais, mais je suis malveillante. Ce dont j'avais besoin, et ce dont beaucoup de personnes ont besoin, c'est en réalité un accompagnement diversifié de psychologues, d'assistantes sociales, bien sûr, beaucoup, d'infirmières, oui, de gériatres, oui, mais ça vient pour englober la possibilité générale. Et ce n'est pas pour faire d'ailleurs à la place des équipes qui aujourd'hui sont des intervenants du soin auprès des patients, que ce soit les infirmières libérales, les kinés, ou l'hospitalisation domicile dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est que, si vous voulez, toute cette phase de préparation et d'une vieillesse harmonieuse, mais qui va inéluctablement vers une dégradation, elle doit être préparée, accompagnée, tant pour le patient que pour son entourage. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, est-ce qu'il manque des dispositifs? Non, non, pitié, ne rajoutons pas, on en a déjà trop. On en a déjà de trop. Et vous avez effectivement entre les MAIA, les PAERPA, maintenant les PTA, les CLIC, les acronymes sont quand même inépuisables en termes d'imagination. Tout ça, on a. Mais les structures, les personnes, les sachants, ils ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas. Et ils ne s'interviennent pas au moment où on en aurait besoin. Avec, je dois le dire, là aussi, j'essaie d'être un peu balancée dans mon jugement, et je suis médecin généraliste de formation, je dois le dire, parfois un manque d'humilité de la part des intervenants auprès des patients qui n'ont pas toujours ce réflexe ou cette approche de se dire, là, je suis au bout du bout, je suis le médecin généraliste de Madame Hubert, mais je ne sais plus faire. Et il faut que quelqu'un d'autre prenne le relais parce que, voilà, je ne sais plus, j'ai pas envie. J'ai pas envie de continuer à faire. Donc voilà, c'est tout ça, et je note avec beaucoup d'intérêt ce que disait Monique Iborra sur effectivement une vision de la loi. Et je pense que nous n'irions pas sur. C'est pour ça que je ne réponds pas d'ailleurs aux deux questions que tu as posées, Nicolas, sur la gouvernance et sur le financement, parce que oui, il y a ces deux volets-là, mais je n'en doute pas. Il y a tout un tas de gens qui ont des idées, mais il y a tout un tas de gens qui ont des bonnes idées en la matière. Et j'ai mieux moins m'appesantir sur un peu les zones d'ombre. Ah ben, très bien. Sur lesquelles on risque de mentir et dont je salue que Monique Iborra le souligne.
Ouais, bien sûr. Merci Elisabeth. On peut peut-être du coup entendre David, la réaction de David et d'Aurélien aussi sur ce que tu as dit. David. Oui, merci. Mais, en fait, je me sens très, très en accord et ce que fait le groupe SOS, notamment sa branche gérontologique, SOS Senior, est une contribution. On est également à l'initiative pour s'inscrire dans ce challenge, hein, dans ce défi qui est à la fois qualitatif et économique. On comprend bien qu'aujourd'hui, euh, on est dans une nécessité de savoir concevoir des solutions diversifiées, des bouquets de services. Et donc, il n'y aura pas de modèle unique. On pourrait dire que l'idée a été, il y a 15 ans, l'EHPAD pour tout le monde, mais il faut sortir aussi l'illusion que demain, il y aura l'EHPAD pour personne. Il faut savoir jouer d'une gamme de solutions. Et d'ailleurs, la branche de SOS Senior met en œuvre des dispositifs qui sont, je dirais, presque antinomiques avec l'idée d'un large recrutement sur ces seuls EHPAD, puisqu'on soutient et on travaille avec 2 associations qui font de la colocation solidaire à domicile pour souligner du lien intergénérationnel, c'est Un Toit, 2 générations et le Paris solidaire. Donc, dans un registre qui organise l'accord entre une personne âgée qui dispose d'une possibilité d'hébergement et un jeune étudiant ou étudiante qui a des moyens modestes pour mener ses études et qui accepte de s'inscrire dans ce lien. Pour des questions de simplification, comme l'a dit très très bien Monique Iborra et Elisabeth Hubert, en fait, on a une proposition sur la table pour notre part déjà depuis plus d'1 an, qui est en fait d'extirper le schéma des autorisations et agréments du morcellement qui existe aujourd'hui pour permettre en fait de concevoir des dispositifs sans demander 7 autorisations différentes. Aujourd'hui, un opérateur qui veut s'inscrire dans une logique diversifiée, il doit demander une autorisation d'EHPAD ou maison de retraite, pour dire les choses avec les mots des Français, des mots de tous les jours. Il doit demander une autorisation spécifique pour faire de l'accueil de jour. Il doit demander une autorisation spécifique pour faire du service de soins infirmiers à domicile, ce que fait également le groupe SOS. Il doit demander encore une autorisation spécifique pour faire de l'aide et de l'assistance à domicile. Ouais. Et j'arrête parce qu'il y a encore… voilà. Donc, nous, on pense que ce n'est pas forcément une obligation pour l'ensemble des opérateurs et l'ensemble des établissements, mais la logique serait de permettre que les autorités de contrôle, ARS et conseils départementaux puissent s'entendre avec certains opérateurs pour que dans le contrat, ils développent une gamme diversifiée, seul ou en partenariat. Parce que ce qu'a dit Elisabeth Hubert est très important sur l'accessibilité de soins aigus, si nécessaire, en EHPAD ou dans d'autres substituts de domicile comme dans le secteur du handicap. Il a fallu 13 ans en fait, pour que l'HAD soit accessible à l'ensemble des usagers des structures sociales et médico-sociales avec et sans hébergement. Il y a un article que j'ai fait qui est avec 2 collègues dans Géroscopie qui raconte cette histoire, et on voit que, faute de culture professionnelle adaptée, il y a un sous-emploi qui reste encore fort de la possibilité d'éviter une hospitalisation ou d'en raccourcir la durée avec une mobilisation adéquate et au bon moment de l'HAD. Pour exprimer ça très concrètement, dire que nous sommes aussi à l'initiative sur 2 autres points. Sur un de nos établissements de Meurthe-et-Moselle, l'ARS Grand Est a accepté de nous accompagner sur l'idée que les professionnels œuvrant au sein de l'EHPAD puissent, les mêmes professionnels, œuvrer aussi dans une équipe de relais psychosocial à domicile pour être en fait dans une logique où la culture domiciliaire du domicile s'importe par la pratique, par l'action concrète au sein de la culture des professionnels de l'EHPAD, et en même temps, les professionnels trop isolés dans l'intervention à domicile, parce que c'est très mono-professionnel, les équipes à domicile, puissent bénéficier de l'étayage d'une équipe pluriprofessionnelle d'un établissement. On va trouver un peu de temps médical, du temps infirmier, du temps de psychologue clinicien, mais également d'autres professionnels qui sont plutôt dans le lien social, l'animation, comme ça a été justement souligné, et puis aussi les fonctions hôtelières. Donc, on peut agir différemment à la condition, comme le mot a été prononcé à plusieurs reprises entre nous, de
à la condition de décloisonner. Sur la question du reste à charge, qui est un sujet extrêmement pressant pour beaucoup de nos concitoyens dont les parents sont en EHPAD, moi je suis persuadé que ce qu'a évoqué Bertrand Fragonard, qui est un des grands spécialistes de la protection sociale dans notre pays depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, serait une solution extrêmement efficace et en même temps d'un coût collectif modéré, parce qu'il faut être attentif aussi à cette dimension. Il a évoqué cette idée de concevoir un bouclier, un bouclier solidaire qui fasse que, dès lors que des familles ont fait leur devoir, dans l'obligation alimentaire, puisque les parents s'occupent des enfants, donc il est normal que des enfants et des petits-enfants s'occupent de leurs parents, enfin, sauf à se mettre dans une logique un peu soviétique où l'État-providence s'occuperait de tout, ce qui veut dire aussi des prélèvements obligatoires qui suivent en pourcentage, pour que tout ça soit financé. En fait, il a eu cette idée que dès lors qu'on atteindrait une certaine durée d'hébergement en établissement, ce qui a fatalement un coût, au-delà d'un certain montant, que certains disent 20 000 euros, d'autres 30 000 euros, à ce moment-là, la collectivité pourrait mutualiser le risque qu'un séjour long vienne peser extrêmement lourdement sur une personne, mais également sur ses proches. Pour ce qui concerne SOS, nous avons essayé aussi, nous avons plus qu'essayé, nous avons avancé sur un terrain d'innovation également sur le modèle économique, puisqu'aujourd'hui, le secteur des maisons de retraite, on va dire, est coupé en deux. Il y a d'un côté un modèle de tarifs administrés par les pouvoirs publics, par les conseils départementaux. Et donc, fatalement, dès qu'on a un tarif administré où le conseil départemental veut minimiser son exposition financière, c'est un tarif un peu malthusien qui tire les établissements vers le bas en termes de capacité de se rénover, capacité d'innover. Et c'est hélas le sort notamment de beaucoup d'établissements publics et privés non lucratifs qui sont dans un schéma de 100% habilitation à l'aide sociale et de fixation d'un tarif sur l'ensemble de leurs capacités qui ne permet pas de gérer convenablement l'établissement. Il y a d'autre côté un modèle de type commercial, un modèle de tarif libre, donc qui lui est adapté à des patrimoines et à des revenus de remplacement ou des revenus d'enfants, petits-enfants confortables, et donc ils peuvent affronter des tarifs, on va dire, en termes d'hôtellerie du 4 ou du 5 étoiles. Et donc, SOS a inventé un schéma qui maintenant, qui est cité dans le rapport Libaud dans ses propositions, qui est du surloyer solidaire, c'est-à-dire qu'en fait, en restant dans le contrôle du conseil départemental sur les prix et les budgets, la faculté d'avoir un tarif légèrement plus élevé pour les personnes qui ne demandent pas l'aide sociale. Donc, ils ne sont pas dans la nécessité de s'appuyer sur le conseil départemental pour régler les factures d'hébergement, avec une contribution additionnelle progressive en fonction des capacités contributives des personnes. Et donc, ce n'est pas magique, ce n'est pas ça qui rend le modèle économique si simple, mais en tout cas, ça permet de rénover des établissements, ça permet de mettre un peu plus de budget sur l'animation, et ça sort la gestion des établissements d'une vision malthusienne dans laquelle on ne rend pas conciliable la qualité et la dignité. Une dernière idée. Rapidement, parce qu'il nous reste un quart d'heure. La respiration territoriale. Moi, il me semble que les Français et les Françaises, pas seulement dans le secteur de la santé et du social, ont besoin de pouvoir rencontrer des décideurs qui ont un impact de leur vie quotidienne ou celle de leurs proches à l'échelle de leur territoire. Et donc, il est manifeste que, en termes de régulation d'intervention de l'État, il est clair que le rôle du national est de fixer des lignes générales d'action publique, d'installer une péréquation économique efficace au niveau national entre les territoires, mais on doit laisser une respiration, permettre l'initiative en donnant une capacité locale et territoriale d'avancer. Voilà, parce que peut-être parce que nous sommes dans la France des 300 fromages, avec des creux et des bosses, et on voit bien que tout ne peut pas être pensé à l'intérieur du périphérique parisien. Oui, mais ça, bon, je pense qu'on est évidemment tous d'accord là-dessus, même si concrètement, elle n'est pas toujours facile à mettre en application, cette question de territorialisation. C'était l'objet de nos premières assises avec Olivier et Constance. Aurélien, qu'est-ce qui vous manque rapidement, si vous manque quelque chose pour développer votre business et réduire les coûts, c'est-à-dire réduire les prix, parce que c'est quand même ça aussi qui nous intéresse.
J'aurais beaucoup d'exemples, y compris très pratico-pratiques. Peut-être pour reprendre un peu de hauteur avant ça et rebondir sur ce qu'a dit Elisabeth Hubert, je pense qu'il y a malgré tout un enjeu de gouvernance qui pourrait être une partie de la solution au problème du financement. Alors, je m'explique. Je suis frappé de voir qu'aujourd'hui, quand on parle des 8 à 9 milliards supplémentaires qu'il faut aller chercher pour financer la dépendance, donc on parle bien des gens qui sont beaucoup, là. malades, sans même parler du reste à charge, on cherche de nouvelles sources de financement. Alors, une fraction de la CSG, peut-être demain d'autres ressources pour compléter ce financement de 2,3 milliards. J'ai l'impression que personne ne songe à réduire le fardeau, et réduire le fardeau par la prévention. Donc on se dit, voilà, comment on va faire pour financer cette montagne de dépenses qui ne faire qu'augmenter, sans se dire comment on va pouvoir la réduire. C'est un très bon point. Elisabeth Hubert, elle l'évoquait un peu quand même tout à l'heure. Un petit peu, oui. C'est vrai, pardon. Alors, si je prends notre exemple… Je trouve que c'est un très bon point, ça. Celui des résidences services seniors. Si je prends notre exemple, du point de vue de la gouvernance, alors au niveau national, on sort un peu des territoires, au niveau national, on est un peu entre le ministère du Logement, le ministère des Solidarités et de la Santé, sur certains aspects très sécurité incendie ou autre, le ministère de l'Intérieur. Voilà. Et donc, du coup, on est un peu ballotté entre tous ces ministères. Le ministère du Logement nous dit bah non, moi je m'occupe que du logement. Le ministère de la Solidarité nous dit bah non, moi je m'occupe que. Parce qu'on a un service d'aide et d'accompagnement à domicile dans nos résidences, dans chacune de nos résidences, donc on s'occupe que de cette partie-là, donc que d'une partie de vos salariés. Et on a un animateur à temps plein dans nos résidences. Aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de le facturer à l'ensemble des résidents. C'est-à-dire qu'on devrait facturer chaque animation à l'unité pour les gens que ça intéresse, etc. Alors, c'est fondamental, la question de l'animation. Armel en parlait. La capacité à proposer des animations… excusez-moi, je vous interromps, mais avec des chiffres qui m'ont vraiment effrayé. 5 000 € de budget par an, j'ai trouvé ça mais complètement dingue, quoi. Oui, alors ça c'est une partie de ce qu'on fait, mais on a un animateur à temps plein, alors qui coûte un petit peu plus cher que 5 000 € par an. Mais du coup, voilà, parce que ce que fait Famileo, c'est plutôt tourné vers l'extérieur, le lien avec les familles. Nous, on a aussi cet animateur à temps plein. On ne peut pas mutualiser son coût entre tous les résidents. Libre à chacun de participer ou non aux animations. Tout ça parce que le ministère du Logement nous dit vous ne pouvez pas l'ajouter au loyer parce que ce n'est pas de l'immobilier. Et donc, du coup, il faut décloisonner un peu tout ça pour nous permettre de proposer, comme le disait David, des bouquets de services en fait, qui mélangent du logement, des services technologiques ou non, comme ceux pour proposer Famileo, de l'aide humaine. Voilà. Et donc, cette question du décloisonnement de la gouvernance, il est fondamental. On peut se réjouir de l'arrivée d'une ministre déléguée à l'autonomie auprès du ministère chargé des Solidarités et de la Santé. On peut aussi souhaiter qu'elle puisse inscrire son action dans un cadre interministériel. On n'a pas eu de délégation interministérielle, mais qu'elle puisse travailler en interministériel. Et je pense que cette loi, qui doit être une loi de programmation et pas uniquement de financement, elle doit nous permettre de réfléchir là-dessus pour développer ces fameux bouquets de services. Voilà. Le problème de l'interministériel, moi je le vois bien. Hors antenne, on parlait d'un sujet qui n'a absolument rien à voir, mais qui est celui aujourd'hui des tests antigéniques. Le problème de l'interministériel, c'est que c'est tellement lent, c'est tellement compliqué, des trucs… Enfin bon, bref. Il y a peut-être quelque chose d'autre à inventer. C'est peut-être ça les assises de l'avenir aussi. Oui, parce que… exactement. Non, mais pour faire avancer les sujets, on dit qu'il faut quelqu'un de dédié. Puis quand il y a quelqu'un de dédié, il est un peu seul dans son coin. Mais on a envie de… Je sais bien. Non, mais bien sûr. Mais c'est quand même intéressant parce que finalement, ce qui ressort de nos conversations, et Olivier et Monique, je vous laisse la main ensuite, mais ce qui ressort quand même, c'est qu'on était parti un peu sur les sujets d'argent et finalement, les sujets d'argent, on se débrouille et on est quand même beaucoup plus sur des sujets d'organisation, de gouvernance, de simplification, c'est-à-dire des choses sur lesquelles on devrait quand même pouvoir avancer. Olivier, tu veux réagir ? Oui, finalement, c'est vrai qu'on rend compte qu'on est autour des mêmes choses. Et puis, en effet, on est autour de choses qu'on voit dans beaucoup d'autres problématiques. On parle de libérer l'innovation, de droit à expérimentation. On peut imaginer un peu de bac à sable. Évidemment, moi, j'ai entendu aussi, même si ça n'a pas été dit, de débureaucratisation, quand même très, très clairement. C'est-à-dire que dans la simplification, vous avez cette idée-là, c'est de décloisonner, de permettre plus rapidement les choses. Peut-être de faire confiance. Et entre les lignes, encore, moi, j'ai entendu cette idée qui revient très souvent, mais c'est l'idée de la subsidiarité, qui est qu'il faut laisser au terrain la capacité de s'adapter, parce qu'on a évoqué la grande palette. À évaluer derrière, c'est autoriser
Autoriser, non mais contrôler, enfin, évaluer, etc. Ça, c'est tout à fait sûr. Mais on a dit qu'il y avait une grande palette de besoins, en effet. Et le problème de la standardisation, c'est qu'elle va rigidifier et elle va rendre les choses extrêmement difficiles et les passerelles difficiles, alors que c'est les passerelles qui vont donner de la flexibilité, de l'agilité et puis ils vont permettre de l'innovation dont tout le monde va se féliciter. Il y a une autre chose, moi, qui m'a beaucoup intéressé, c'est la question du financement et peut-être interroger, et peut-être Madame la députée éventuellement aussi, sur la question de l'assurance. Est-ce qu'il n'y a pas une assurance dépendance à développer? Et c'est évidemment lié au fait que vous avez une partie des gens qui vont être capables de sous forme d'assurance en amont, soit de payer un peu plus tard. Et je pense qu'il y a un moment donné où cette question de la participation du patrimoine de la personne dépendante va effectivement se poser. Je veux dire que ça revient, je crois que c'était Alain Minc qui avait soulevé cette question, qu'il avait son père de 102 ans et il disait, mais nous, il avait mis ça un peu comme un pavé dans la mare et à l'époque, ça avait fait beaucoup réagir. Mais je crois qu'il y a cette question de solidarité qui va se poser. On ne peut pas, quand on est les enfants, prendre uniquement le patrimoine et laisser l'occupation, enfin l'entretien de la personne âgée à la collectivité, et ça boucle avec la question fondamentale, je crois que c'est Madame Iborra qui avait dit, de la place de la personne âgée dans la société. Et c'est bien ça la question qui se pose, et des solidarités traditionnelles qu'il ne faut pas oublier au profit de mécanismes qui sont là pour compenser, mais qui parfois ont tendance à remplacer, et je trouve que c'est dommage, le mécanisme de solidarité traditionnel. Yeah. Monique, je vous laisse réagir, et notamment en effet sur la question dont on n'a pas parlé, que soulevait Olivier, de l'assurance. Oui, écoutez, moi d'abord, je veux vous remercier de m'avoir invité parce que, évidemment, vous me donnez l'occasion de parler, mais vous me donnez aussi l'occasion d'écouter et d'entendre. Et je suis quand même assez, comment dirais-je, rassérénée par le fait que les diagnostics, comme vous l'avez dit, sont largement partagés. Et on devrait, de ce point de vue-là, arriver à trouver des solutions qui soient adaptées aux diagnostics que nous faisons. Par rapport aux autorisations, je voulais dire à David Kos que j'ai déposé un amendement en mon nom sur la loi de financement de sécurité sociale pour justement, comme vous nous l'avez suggéré, arriver à faire en sorte que ces autorisations multiples soient simplifiées. Mon amendement il est déposé, il n'est pas encore voté, hein, mais il est déposé. Oui, moi, je voudrais revenir en effet sur le changement de modèle. Oui, on aura besoin des EHPAD, mais on aura besoin des EHPAD qui changeront de modèle, c'est-à-dire qui seront plus des plateformes qui pourront intervenir vers l'extérieur, où les personnels des domiciles pourront également intervenir dans les EHPAD, comme pour ça que je disais qu'il fallait une formation socle qui soit identique pour tout le monde. Mais je voulais aussi insister, alors il n'y aura pas un modèle unique, mais dans la loi, on prévoit bien cette possibilité de mettre en place ce type de plateforme qui, pour certains endroits, sont déjà mises en place, hein, je veux le dire. Sur la silver economy, je veux revenir là-dessus quand même, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Oui, Armelle en a un petit peu parlé. Telle qu'elle est en France, elle est là aussi inadaptée. On fait vraiment petit bras de ce point de vue-là. Et pas seulement au niveau du financement, mais au niveau de l'impulsion nationale qui n'existe pas en France comme elle est ailleurs. Ouais. Ce qui ne veut pas dire, en effet, que la silver economy ou tout le numérique, d'une certaine manière, est utilisé d'une manière, comment dirais-je, contrôlée par l'État. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais je veux dire qu'il n'y a pas d'impulsion au niveau national, sauf que dans la loi de financement de sécurité sociale, qui est quand même une loi budgétaire, donc qui n'est pas très facile à suivre pour nos concitoyens, mais qui concentre un certain nombre quand même de moyens. Sur le numérique en particulier, dans le cadre du plan de relance, vous savez qu'on parle beaucoup du plan de relance aujourd'hui, il y a 100 millions sur 5 ans qui sont réservés pour l'équipement numérique dans le médico-social, ce qui manque aujourd'hui cruellement. Le problème, c'est celui que vous connaissez, c'est entre ce que nous votons, au moment où nous le votons, et le moment où il se met en place, qu'il soit opérationnel, se passe un temps beaucoup trop long qui fait qu'on loupe les cibles que l'on veut atteindre. Et c'est notre problème, c'est le problème aujourd'hui, je vous dis, de la lenteur des décisions qu'on prend
à l'Assemblée dans leur opérationnalité, dans leur mise en œuvre. Sur le plan du financement, nous avons créé ce qui est le contenant, c'est-à-dire dans le cadre d'ailleurs de la loi de financement de sécurité sociale, nous avons donc la cinquième branche de la sécurité sociale qui aujourd'hui est financée à l'équilibre. C'est la seule branche d'ailleurs qui est financée à l'équilibre, malgré les 45 milliards que nous avons aujourd'hui de déficit dans la sécurité sociale, alors que nous étions arrivés à la limiter à 4 milliards. Bon, l'année est un peu particulière. Elle est particulière, mais elle va s'étendre sur plusieurs années, malheureusement, et que les financements qu'on voulait aller trouver pour cette loi grand âge, eh bien, qu'on voulait aller trouver avec l'extension de la dette de la sécurité sociale, on n'est plus dans cette situation aujourd'hui. Mais que ce n'est pas pour autant que nous renonçons, et j'en reviens donc au financement sur l'assurance. Quand nous avons fait une grande consultation, il y a 2 ans maintenant, des citoyens sur le financement globalement du grand âge, les citoyens, évidemment, ne s'étaient pas du tout positionnés sur l'assurance. Ils s'étaient positionnés sur la solidarité, d'une manière claire. On voit bien qu'en effet, pour financer, même si l'assurance n'est pas le seul élément qu'on peut aller chercher, ce serait une erreur aussi, je pense, réellement, parce que ce n'est pas ce qu'attendent les gens, honnêtement. Eh bien, il faudra en effet diversifier les financements. La CSG, c'est-à-dire finalement l'impôt, qu'on le veuille ou non, la CSG va être largement sollicitée. Elle ne peut pas être non plus le seul élément de financement. Ce serait aussi une erreur importante. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en 2021, la 5e branche est en équilibre, du fait tout simplement parce qu'on a transféré un certain nombre de dépenses de branches de la sécurité sociale sur cette branche et que d'autre part, tout le Ségur de santé, le Ségur qui a été mis en place dans le cadre du Ségur de santé, donc en particulier tout ce qui est financement des augmentations de salaire, mais pas seulement, se retrouve pour les EHPAD, se retrouve dans cette branche. Le financement est à trouver à partir de 2022, on est d'accord, et donc là, on prendra des décisions qui feront qu'on ira chercher un ensemble et pas une seule réponse à ce financement qui est important et qu'on devra assurer sur un grand nombre d'années du fait de l'élément démographique dont on n'a pas parlé, mais qui est un élément qui s'impose. Dernière chose qu'il nous faut savoir quand même, c'est que la part du PIB aujourd'hui en France consacrée globalement à la prise en compte du grand âge est en Europe le moins important. Le moins important. Par contre, quand on compare pays européens, tout ce qui est dédié aux retraites est beaucoup plus important en France que dans d'autres pays européens. Nous avons, sans vouloir se comparer aux pays européens, parce qu'on est différents, il est évident que ce rééquilibrage va être nécessaire si on veut prendre en compte le grand âge dans les années qui viennent. Très bien. Merci beaucoup, Madame la députée, pour ces informations. Monique, c'est très, très important. Armelle, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant que Olivier fasse la conclusion? Alors, moi, effectivement, je trouve très intéressant notamment ce que disait Madame la députée sur un petit peu l'organisation, notamment de la Silver Eco. Alors, je tiens quand même à rappeler qu'il existe des choses, notamment, je pense à France Silver Eco. Alors, on est administrateur de ce cluster qui a été fondé notamment par Luc Broussy, voilà, vous devez connaître, et qui a signé il n'y a pas très longtemps, alors c'était l'époque d'Agnès Buzyn, je dirais un axe directeur pour quand même promouvoir la Silver Eco en France. Je tiens à rappeler que nous, on a fait
pas mal d'études au niveau européen sur les startups de la Silver Eco et on n'a encore jamais trouvé quelque chose comme ce qu'il y a en France en termes d'organisation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a les moyens, c'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'il se passe énormément de choses. Néanmoins, il y a quand même un peu une volonté de faire des choses. Alors, concernant aussi d'ailleurs un point qui nous semble important sur les EHPAD, je pense effectivement plutôt sur les EHPAD, c'est qu'il y a un vrai sujet qui est la responsabilisation, je pense, des directeurs et des directrices d'établissement. Effectivement, on est quand même dans des cadres, on s'en rend compte, nous, tous les jours, qui est très cloisonné. Il y a une sorte de carcan réglementaire. Ce que disait, Madame Hubert disait qu'il ne faut pas rajouter des couches. Et évidemment, il y a énormément de choses et je pense que M. Cos en conviendra. Ils sont, donnez-leur de l'air, quoi. En fait, et il y a des directeurs qui sont épatants et surtout, permettons aux familles de pouvoir plus interagir, de pouvoir plus s'impliquer dans la vie des établissements. Alors, il y a des CVS, le Conseil de vie sociale, qui sont normalement des endroits représentatifs où vous avez des membres du personnel, des familles et des résidents, mais je pense que si un établissement a plus une liberté de budget, que ce soit même peut-être sur des salaires, par exemple, eh bien, ça donnera de l'air et ça permettra de faire éclore peut-être des établissements un peu pilotes, meilleurs que d'autres peut-être, et qui vont tracter, je dirais, les établissements en montrant un petit peu des voies à suivre. Alors, il y a quand même aussi un autre point quand même positif, c'est, on n'en a pas forcément parlé, c'est les CPOM. Vous savez, c'est les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Ça doit, donc, c'est des contrats en fait entre les établissements et les ARS. En gros, voilà, l'objectif, c'est pour un établissement de faire un peu un plan de charge de tout ce qu'il va réaliser pendant l'année. Et nous, chez Familéo, on a eu la chance de rentrer dans ces cadres-là. C'est-à-dire que en fait, des directeurs disent je m'engage à promouvoir le lien social dans mon établissement parce que c'est fondamental. Et Familéo a pu s'intégrer, alors il n'y a pas que Familéo, mais a pu s'intégrer dans ces types de contrats pluriannuels qui responsabilisent là aussi les établissements, qui les obligent à avoir une véritable vision sur du moyen terme. Donc, effectivement, c'est pas simple, mais il y a quand même des choses qui se passent. Encore une fois, le seul truc, c'est c'est un chef d'entreprise d'une start-up qui parle. Donc effectivement, j'ai soif de liberté et moins on me met de règles et de procédures et plus je m'épanouis. Je pense que pour des établissements et notamment des EHPAD, c'est un peu le cas. Mettons des garde-fous, évidemment, un EHPAD n'est pas une start-up. On est tous d'accord, bien sûr. Mais voilà, et je pense que le législateur, en l'occurrence, je pense à Madame Hubert, œuvrer dans ce sens-là et n'hésitez pas à solliciter aussi ceux qui fréquentent ces établissements un peu de loin, comme nous. Voilà, vous allez voir au sein de France Silver Eco, il y a beaucoup d'intervenants qui sauront vous dire concrètement ce qu'on vit et des idées, on en a beaucoup. Merci beaucoup. Et les moyens sont là. Merci à tous. Je m'étais engagé à vous libérer à 11h15. Je vais laisser Olivier conclure comme à chaque fois. On mettra par écrit le produit de ces actes. On les transmettra, Olivier et moi, aux parlementaires, au Premier ministre et au Président de la République. Voilà, en espérant évidemment faire avancer la cause. Olivier, je te laisse le mot de la fin. Oui, merci Nicolas. Vraiment, en 2 mots, on vous remercier d'avoir exprimé cette idée de l'Europe et pluribus unum. On a tous des points de vue différents, mais finalement, on se retrouve énormément, même si vous avez chacun des actions qui sont différentes. Donc ça, c'était vraiment, vraiment passionnant. Je suis vraiment très, très content. On a vu que tout n'était pas une question d'argent. Souvent, quand on parle de dépendance et de grand âge, on commence par dire « Ouh là là, mais qui va payer, qui va payer ?» Mais finalement, on n'a quasiment pas parlé, enfin, on n'a pas beaucoup parlé de ça. Moi, je suis assez étonné. Pourtant, j'ai essayé. Et pourtant, on a essayé, on a fait tout ce qu'on a pu, mais donc la question du décloisonnement, y compris public-privé, j'ai beaucoup aimé l'idée de que faire système, c'est bien, un système n'existe que si les choses communiquent. Et donc aujourd'hui, le vrai problème, c'est peut-être qu'on ne fait pas système et qu'on parle de système de santé, mais qu'il ne l'est pas assez. Bien sûr, carcan réglementaire, tout ça, ce sont des choses qui ne coûtent rien d'arriver à adapter le fonctionnement. Et j'ai adoré aussi des choses très concrètes sur le maintien à domicile, l'adaptation, transformer une baignoire en douche. Ça, finalement, ça rejoint aussi la prévention, mais c'est des choses
choses toutes bêtes, mais extrêmement utiles. Et cette idée aussi, moi je l'ai vu avec mon père récemment, qui est malheureusement de plus en plus âgé et qui tout d'un coup a un problème de santé, l'accompagnement des aidants. En fait, il y a un apprentissage. On devient aidant. C'est vrai que c'est dur quand on est aidant, mais le devenir, il y a une marche à franchir et il y a peut-être quelque chose à imaginer sur cet accompagnement pour l'apprentissage qui peut arriver extrêmement rapidement, quasiment du jour au lendemain. Donc ce sont des choses extrêmement concrètes. Ne jamais perdre de vue le terrain, le besoin et évidemment le rôle social. Voilà, encore une fois, merci à tous. Je crois que c'était vraiment très, très intéressant et on a ouvert beaucoup de portes. Je crois que c'est bien l'idée de ces débats tout en étant assez pratique. Nicolas, on rend l'antenne. Merci à tous. Merci à tous. Passez une excellente journée. Merci beaucoup. Salut à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.